Bonjour à tous, c'est Marie-André Bouchard-le-Sieur, mezzo-soprano, pour toute première fois, toute première fois, toute première fois. Ouais. Je me souviens d'une soirée en boîte de nuit, c'était en 2016 à Bordeaux, dans un établissement proche de la Victoire qui est aujourd'hui fermé. Nous dansions un peu alcoolisés sur des tubes des années 2010 quand Bad Romance de Lady Gaga est arrivé. Et là j'ai entendu mon amie Marie-André se mettre à l'imiter m'en prenant une voix d'opéra. Malgré la foule, malgré le son de la boîte, on n'entendait qu'elle. Je retrouve aujourd'hui Marie-André Bouchard-le-Sieur dans un café près de l'Opéra de Bastille où elle a passé 2 ans dans un opéra dit studio pour perfectionner sa voix et son art. Marie-André est chanteuse d'opéra et ce qui m'a toujours impressionné, c'est qu'elle s'est lancée dans cette aventure il y a seulement 7 ans en prenant son premier cours de chant. Avant ça, elle était élève à Sciences Po Bordeaux et chantait simplement pour le plaisir. Depuis septembre, Mabel, comme je l'appelle, est freelance et son agenda explose. Elle vient de finir une création contemporaine à l'opéra comique, Les Éclairs de Philippe Hersan et Jean Echenoz. Elle part à Toulouse pour jouer dans la flûte enchantée. Elle sera ensuite en tournée dans Péléas et Mélisande avec la fondation Royaumont. Puis, elle sera de retour à l'opéra de Paris pour Vodsec et Parsifal. On a parlé ensemble de son succès fulgurant, de son premier opéra, de sa voix, évidemment, et un peu de la mienne qui était très fatiguée. Alors donc du coup je suis avec... Ah putain ma voix est affreuse, je la vois fatiguée. Ah là là, et en plus mais surtout je la vois fatiguée, maintenant je me suis plus ou moins habitué mais j'ai... Putain ma voix fatiguée, mais c'est pas grave. Toute première fois, saison 2, épisode 5. Marie-André Bouchard-le-Sieur, chanteuse d'opéra que je connais depuis très très longtemps, mais à l'époque Marie-André était à Sciences Po et elle a tout quitté, si je me souviens bien, pour se lancer dans une carrière de chanteuse opéra. Et je voulais du coup commencer par ça, revenir un peu sur ça. Qu'est-ce qui t'avait décidé? Est-ce que tu te souviens en quelle année c'était? Et comment tu t'es lancée du coup dans cette voie-là du coup, Marie-André? Alors, oui, effectivement, c'est un parcours un peu atypique et j'avais pas vraiment prévu ça, ni mes parents d'ailleurs. En fait, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé la musique depuis que je suis toute petite. Enfin, je chantais à tue-tête à la maison, mais de tout répertoire, enfin de la pop, de Lida, Céline Dion, Elvis, n'importe quoi. Enfin, je chantais tout, quoi. Et j'ai pas fait d'instrument de musique quand j'étais jeune et j'ai fait des études littéraires, un bac L, une prépa lettres et je suis rentrée à Sciences Po, à Bordeaux, où je m'étais dit, bon, pourquoi pas à l'école de la magistrature, c'était plutôt mon objectif en arrivant à Sciences Po, donc c'était il y a 10 ans, oui, c'est ça, il y a 10 ans, 2011. Ah, c'était Ouais, oui, non mais 2012, tu as raison, 2012, je suis arrivée à Sciences Po. J'ai fait une deuxième année, je suis partie en Autriche pour mon année d'Erasmus. Je suis partie aussi en Autriche, à Salzbourg, parce que c'est un grand pays de musique, un grand pays de culture opératique. Et voilà, comme j'aimais l'opéra, j'aimais le théâtre, je me suis dit je vais pouvoir profiter pour voir plein de spectacles à Vienne, à Salzbourg, à Munich, parce qu'on n'est pas très loin de l'Allemagne. Et en revenant d'Autriche, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer juste un cours de chant pour voir ce que c'est? Parce que tout me disait que je chantais bien, j'avais une voix, machin. J'ai tapé à la porte du conservatoire de Bordeaux et j'ai été prise. Et j'ai rencontré Maris Castets, qui était ma professeure et qui l'est toujours d'ailleurs. Et bon, au bout de quelques semaines, je travaille ma voix et puis j'ai très vite compris que c'était ça que je voulais vraiment faire. Donc je fais toute cette année de conservatoire et à la fin de l'année, j'avais cumulé Sciences Po et le conservatoire et c'était assez... c'était impossible, c'était une année très fatigante. Et puis que ce soit dans l'un ou dans l'autre, il fallait que je fasse un choix. Si je voulais y arriver, que ce soit dans le chant ou réussir des concours type magistrature, il fallait que je me consacre qu'à ça. Et alors à la différence des études plus classiques, l'opéra, on peut pas trop attendre. Enfin, j'avais déjà 21 ans, il fallait pas trop que je traîne, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Alors que les études, vous pouvez les reprendre à 30, 40 ans, oui, commencer assez tôt. Et puis là, je compte, entrer dans le métier, commencer sa carrière à plus de 30 ans, c'est très délicat. Enfin, tous les concours, on peut plus les passer parce qu'on est trop vieux. Il y a beaucoup d'auditions pour des écoles d'opéra où on est trop vieux, on peut plus les passer. Donc 21 ans, fallait pas trop attendre. Donc j'arrête Sciences Po et je continue mes études de chant.
Je continue 4 ans et à la fin, je passe mon diplôme d'études musicales au Conservatoire de Bordeaux. Et j'ai intégré ensuite l'Académie de l'Opéra de Paris, qui est ce qu'on appelle un opéra studio. En fait, c'est Une sorte de pépinière un peu. en fait, c'est un tremplin dans une maison d'opéra, dans un théâtre, qui propose à une dizaine de jeunes artistes, chanteurs du monde entier de se perfectionner, d'avoir déjà des rôles, de chanter à pas mal de concerts, d'avoir des auditions et en étant payé, je veux dire, j'étais salarié de l'Opéra de Paris à résidence pendant 2 ans, donc une situation professionnelle et en même temps avec un suivi, un accompagnement pour vraiment apprendre le métier qui ne s'apprend que sur les planches, que sur le terrain, parce que le conservatoire c'est bien, la technique, faire quelques concerts, mais la réalité sur scène, ça s'apprend en le faisant. Et c'était une immense occasion. Et là, j'ai terminé fin juin. J'ai terminé fin juin, donc j'ai fait beaucoup de choses depuis. Et là, c'est vraiment ma vraie première saison freelance en fait. Depuis voilà. Et donc du coup, est-ce que tu te souviens de la toute première chanson que tu as chantée d'opéra? Est-ce que c'était par exemple avec ta professeure de musique, ou est-ce que c'était directement, je crois que tu es aussi passé par l'Opéra de Bordeaux si je me trompe? Alors j'ai fait mon premier rôle à l'Opéra de Bordeaux. Est-ce que tu te souviens de ton premier rôle? Alors, dans bien quelle sûr, en plus c'est assez drôle parce que j'ai commencé vraiment par un des plus gros clichés de l'opéra qui est les Valkyries. Enfin, je veux dire, on a tous en tête la musique de Wagner, la Chaussée et les Valkyries, et c'est l'Opéra de Bordeaux qui m'a donné mon premier rôle vraiment professionnel sur une scène de théâtre. Et je faisais une des Valkyries dans la Valkyrie de Richard Wagner. Et enfin, c'est une sommité Wagner dans le monde lyrique et de l'opéra, et c'est du répertoire très large. En général, qu'on donne à des voix plus matures et des gens qui ont déjà de l'expérience. Et de me retrouver et puis avec cette musique extraordinaire pour la première fois avec orchestre aussi, parce que j'avais chanté en étant accompagnée par un pianiste au piano, mais jamais avec orchestre. Ça change la donne, en costume, sur une scène, voilà, dans des conditions un peu quand même, oui, forcément. La première fois, en fait, le premier jour des répétitions, on a une première musicale, c'est-à-dire que il y a un pianiste qui joue toute l'œuvre au piano et on parcourt toute l'œuvre. Voilà, on chante tout pour voir un peu l'état des dégâts, si tout le monde connaît bien son rôle ou pas, et puis commencer à travailler avec le chef sur les intentions musicales. Donc ce premier jour, en général, t'es un petit peu stressé. Voilà, puis c'était un super casting et une expérience incroyable. Enfin, j'ai beaucoup de chance de commencer par... Quand je dis à mes collègues, mon premier rôle, ça a été une Valkyrie, c'est plutôt drôle, assez drôle quand même. Et tu te souviens de ce que tu avais ressenti? Genre, est-ce que tu voyais justement là-dessus? La trouille. Comprenais ta voix Voilà ce que tu ressens. C'est la trouille. La trouille, effectivement. Mais oui, parce que tu as ton cœur qui bat avant d'ouvrir la bouche pour la première fois et de sortir ta première note, ton premier mot. Allez, il faut pas que je me plante parce que tu es entouré de collègues. Oui, en plus, les mots, c'est les mots mythiques. C'est Hoyotoho. C'est le premier. C'est le mot le cri de guerre un peu des Valkyries qu'elles répètent sans cesse. Et de commencer par ce monstre. Que la Valkyrie, c'était assez drôle, et oui, t'as peur, et puis une fois que la voix est sortie, que tu te rassures, bon ça va, bon tu commences à te relaxer, puis c'est normal, ça fait ça régulièrement, et avec le métier on commence à appréhender ça, à moins stresser, et parfois on stresse encore beaucoup, je le précise, mais on apprend à gérer ça s'apprend aussi avec le temps, avec l'habitude. Je pense qu'on stresse toujours, parce que c'est un monde de stress, et puis quand on sait qu'il y a 1000, 2000, parfois dans certains théâtres 3000 personnes, ou en plein air, où il y a des milliers de personnes, et on se dit mais il faut être un peu kamikaze pour faire ça. Enfin, je veux dire, il y a un côté exhibition, il faut savoir assumer, parce que je veux dire, quand chacun a vécu de n'importe qui dans la vie de tous les jours, des situations de stress où on va bafouiller, où on va perdre un peu sa... Enfin, ça se répercute très vite sur la voix, finalement. Je veux dire, un avocat qui commence sa plaidoirie, qui est un peu en stress, on peut vite perdre ses moyens, et la voix part avec, ou un journaliste, je pense que ça arrive vite, donc on se dit, voilà, il faut... Et nous, c'est notre métier, c'est la chose la plus importante dans notre métier, si on n'a pas la voix qui suit... Donc voilà, et puis après on flippe aussi, il y a tout un tas de trucs qu'on n'imagine pas, c'est
L'hiver, on a peur des laryngites, on a peur des coups de froid. L'été, on a peur des clims. Parce que, voilà, et de savoir préserver sa voix. Mais oui, c'est très difficile. On sort tous avec des foulards et des écharpes constamment couverts, avec de la propolis dans son sac. Enfin, moi, j'étais pas du tout comme ça avant. C'est le métier qui nous change, évidemment. Comment tu vois juste l'évolution de ta voix, un peu pour finir, par rapport à cette première voix, comment tu vois qu'elle a évolué? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu vois que tu fais des choses que tu pouvais pas faire? Ou est-ce que justement tu as l'impression qu'elle est peut-être en train de s'abîmer? Enfin, ce que je n'espère pas. Mais est-ce que tu as l'impression qu'elle s'abîme plus facilement? Comment tu vois ta voix par rapport à ces débuts-là? La voix, c'est comme un bon vin. C'est qu'il faut parfois plusieurs années pour qu'il arrive à maturité et qu'il soit meilleur. Et la voix, ça évolue constamment, de jour en jour. Chaque jour est différent, en fonction qu'on a dormi 2 heures ou qu'on a dormi 10, si on est un peu malade ou pas, si émotionnellement on va bien, parce que si on a, je sais pas, des drames familiaux, forcément, ça se ressent aussi. Quand tout va bien, en général, on chante bien. Et oui, donc la voix évolue chaque jour. Bon, déjà la technique, parce qu'il faut continuer à travailler. Moi, la plupart des chanteurs, on a un prof de chant ad vitam aeternam jusqu'à la fin de notre carrière, parce que on s'entend pas. C'est difficile pour un chanteur de travailler tout seul. Vous avez tous fait l'expérience d'écouter sa messagerie sur le téléphone et se dire, mon Dieu, ma voix, c'est ça, parce qu'on ne s'entend pas comme les autres nous entendent. Et nous, on a besoin de travailler ce que les autres entendent de nous, parce que nous, on entend notre propre voix. Parce que c'est en salle, ce qui compte, c'est ce que le public entend, pas nous. Et c'est bien d'avoir un retour d'une tierce personne, un avis extérieur qui nous fait travailler. Et donc, c'est en général un prof de chant ou un pianiste qui nous accompagne et qui connaît bien la voix. Et ça, on a besoin de travailler toute la vie, voilà, quand on travaille des rôles. Alors moi, j'ai beaucoup continué à travailler, moi toute seule, avec ma prof aussi. Et puis la voix évolue avec la maturité, parce que moi, quand je suis rentrée par exemple à l'Opéra de Paris, je n'avais que 5 ans de chant derrière moi, j'étais très jeune, j'étais un bébé chanteur, et forcément, plus on est à l'aise sur scène aussi, plus on se détend, plus la voix se bonifie, plus on travaille, et puis la voix évolue avec l'âge. Chez une femme, en général, on dit vers 35 ans, c'est vraiment l'apogée, 35-40 ans, l'apogée vocale. Et puis les aléas de la vie, une grossesse peut complètement changer la voix. Enfin, la ménopause joue énormément chez les voix des femmes en général. C'est qu'on peut changer complètement de type de voix. Ou voilà, tu peux changer de tessiture? Oui, on peut changer de tessiture. Ouais. Il y a des femmes chez qui ça n'a aucun impact, mais chez d'autres, ça a un impact assez fort. Bon, toi, ça va, t'en es encore loin. Je suis encore loin. Mais c'est plein de petites choses de la vie qui peuvent impacter. Les voix, par exemple, très graves chez les hommes. Avant 40 ans, ça, c'est pas. C'est plus tard que la voix vraiment est à son apogée et déploie toutes ses facettes. Donc ça, tout au long de notre vie, notre voix va changer. Et il faut savoir l'accepter. Et on chante pas les mêmes choses qu'on chante à 25 ans que ce qu'on chante à 50 ans. Chanter les jeunes premières de 18 ans à 50 ans, ça fait un peu bizarre. Mais au-delà de ça, la voix évolue et... Alors moi, dans mon type de voix, je pense qu'elle va évoluer vers du répertoire plus large, c'est-à-dire tout le répertoire 19e et 20e, que ce soit vers Strauss, Wagner, Verdi, Massenet, voilà, tout un tas de répertoires. Voilà, on fait attention. Et t'as un rôle, par exemple, justement, qui là te plairait et tu sens que t'es pas encore... Oui, il y en a plein. Voilà, il y en a... Voilà, moi, parce que j'aimerais beaucoup chanter assez rapidement, je pense que dans les 2-3 ans, on m'en proposerait un maintenant, je dirais oui. C'est Charlotte dans Werther de Massenet, qui commence à être un rôle assez conséquent niveau écriture. Après, il y a des rôles que je rêverais de chanter et que j'espère chanter, mais dans 10 ans, dans 15 ans, d'autres dans 20 ans, et puis d'autres peut-être que je chanterai jamais. Voilà, ça c'est fonction de la maturité vocale et de l'expérience, parce qu'il faut de la bouteille aussi pour assumer certains rôles sur scène. Donc on verra ce que l'avenir me réserve, ce que les directeurs de théâtre me réservent. Un appel est lancé, aujourd'hui. Voilà. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai l'impression que depuis ta première fois, toutes les fois que tu montes sur scène, tu dis que tu as toujours le trac, tu es toujours stressé.
tu prends toujours le rôle comme si c'était un nouveau rôle, j'ai l'impression que c'est bien, j'ai l'impression tu te remets toujours en question, quoi. Tu te dis pas c'est acquis, en fait. Si un artiste se remet pas en question, c'est qu'il y a un problème. Enfin, on se remet sans cesse en question, on est extrêmement exposé. Et je pense que si tu veux t'améliorer, que ce soit dans ton jeu d'acteur, dans ta vocalité, dans tout, il faut sans cesse se remettre se chanter devant un miroir et de se regarder. C'est pas agréable de regarder ce qu'on fait sur scène, les vidéos, se dire bah non, là je peux pas me déplacer comme ça n'a aucun sens, ou je peux pas non, ce que je fais avec ma voix correspond pas avec l'état d'âme du personnage là, il faut que je modifie, il faut qu'on s'écoute. On s'écoute régulièrement, on s'enregistre, moi je m'enregistre très souvent. Et quand j'ai un rôle qui a été capté, je vais regarder ce que j'ai fait. C'est pas agréable parce qu'on n'aime pas jamais se voilà. entendre. C'est rare les chanteurs qui aiment bien se voir ou s'entendre, mais on se construit comme ça. Il faut mettre son ego de côté et travailler, faire de la dentelle. Écoute, voilà. Merci beaucoup Marie-André. Bon. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.